Bonjour, je suis Bernard Adam, j'étais responsable du groupe Quel avenir pour le comptable public. Je voudrais tout d'abord remercier l'Académie d'ouvrir ses ateliers de travail à des matières qui dépassent l'entreprise. L'accueil était d'autant plus intéressant que depuis 2001, l'ensemble des entités publiques sont désormais en phase avec les règles comptables de l'entreprise. On s'est d'abord au sein du groupe intéressé sur l'impact de la comptabilité d'entreprise sur la comptabilité publique au sens large. On a également regardé quel était l'apport de cette comptabilité d'entreprise, également quel était l'impact de cette comptabilité d'entreprise sur les deux piliers de la comptabilité publique que sont la séparation de l'ordonnateur et du comptable et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Alors, si on reprend le premier point, les impacts, enfin l'influence en quelque sorte, comptabilité entreprise, comptabilité publique, on s'aperçoit que c'est un choc culturel très important, puisque d'un côté, la comptabilité publique s'est construite au milieu du XIXe siècle sur le budget, autour du budget, contrôler le budget et l'autorisation donnée par les assemblées délibérantes au travers du budget, d'où toute une série de contrôles, et alors que la comptabilité d'entreprise vise essentiellement la communication financière, c'est-à-dire de fournir une information fidèle et fiable. Donc, pour illustrer rapidement l'écart de culture, on pourrait prendre, par exemple, l'approche en matière de contrôle. Les comptabilités publiques, tous les contrôles sont faits a priori de manière systématique, alors que depuis longtemps, l'entreprise aborde avec le contrôle interne et des contrôles a posteriori. Sur le deuxième point, qu'est-ce que peut apporter la comptabilité d'entreprise à la comptabilité publique ? Il y a des apports essentiels, ceux qui sont visibles, et la certification des comptes des entités publiques, l'État, établissements publics, les hôpitaux, les universités, montrent que ça a permis beaucoup à ces entités d'améliorer la lisibilité, la connaissance, la valorisation du patrimoine. Donc ça, c'était un des points très importants. En revanche, on trouve les limites de cette comptabilité entreprise par la différence fondamentale qui peut exister entre une entreprise et une entité publique. C'est le fait qu'une entité publique, sauf celle qui a une activité industrielle et commerciale, est essentiellement financée par des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire par de l'impôt. Donc, ce qui fait que des outils essentiels comme le compte de résultat, par exemple, n'a guère de signification dans une entité publique, dans la mesure où la liaison entre les produits et les charges ne se fait pas, ce qui fait que le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion et le résultat lui-même se trouvent incapables de retracer la performance d'une entité publique. Deuxième exemple, au niveau du bilan, il manque au niveau du patrimoine des entités publiques des éléments d'information sur les immobilisations incorporelles. C'est vrai pour l'État qui on a du mal à retracer l'essentiel de sa ressource, qui est la capacité à lever l'impôt, mais ça concerne aussi d'autres entités, par exemple les musées, ou le nom d'un musée, le Louvre, Versailles, Chambord, par exemple le Louvre d'Abu Dhabi, sont des éléments d'actifs générateurs de flux de trésorerie qui n'apparaissent pas dans les bilans des organismes. Il en va de même pour le CNRS, par exemple, où la capacité de recherche du CNRS n'apparaît pas, c'est 13 000 chercheurs, 14 000 chercheurs qui n'apparaissent pas dans les comptes du CNRS. Et ces limites expliquent ce que l'on retrouve encore aujourd'hui au niveau des administrateurs publics, c'est toujours une très grande méfiance vis-à-vis, une interrogation, un scepticisme vis-à-vis de l'introduction de ces règles de l'entreprise dans les organismes publics. Et le troisième point, presque un des plus importants, qui est d'actualité avec ce que entreprend le gouvernement actuel avec son plan d'action 2020-2022, c'est l'impact de ces règles de la comptabilité publique sur les deux piliers de la comptabilité publique, à savoir la séparation des fonctions ordonnateur comptable et la responsabilité personnelle du comptable public. Le fait d'introduire une comptabilité d'entreprise fait qu'on s'intéresse désormais à l'ensemble du processus, de la naissance d'événements de gestion jusqu'à son enregistrement dans les comptes. Ce qui fait que la frontière très stricte qui est séparée l'ordonnateur du comptable n'a plus de sens. Et la difficulté, c'est que le comptable, qui avait des tâches très cantonnées, en aval du dispositif, n'a pas juridiquement le moyen d'intervenir beaucoup plus en amont dans le processus. Donc, ce qui nous a amené à proposer, dans le cadre du groupe de travail, une rationalisation du processus en maintenant
cette séparation d'ordonnateur comptable, mais en lui donnant son vrai sens, c'est-à-dire en réservant à l'ordonnateur tout ce qui relève de l'opportunité, de la décision de gestion, et au comptable tout le back-office financier et comptable. Deuxième point sur la responsabilité personnelle et financière du comptable public, ce qui peut paraître surprenant, mais c'est notamment la généralisation de la certification des comptes. Les comptes d'une entité publique, lorsqu'elles sont présentées au commissaire aux comptes, on se pose la question de la responsabilité de la personne qui les signe. Or, la personne qui les signe, c'est l'ordonnateur. Et lorsqu'on regarde bien le dispositif de la comptabilité publique, le comptable public, seul responsable financièrement, n'est responsable que des contrôles réglementaires auxquels il est tenu. Et on s'aperçoit très rapidement que la responsabilité financière du comptable public s'arrête aux marges de la comptabilité, ce qui fait qu'au moment où on a réformé en 2008 la Constitution pour introduire le principe de la sincérité et de la fidélité des comptes publics, on s'aperçoit qu'aucune autorité, ni l'entité publique, ni l'ordonnateur, ni le comptable, n'est responsable de l'information qui est produite. Et donc, là aussi, on a proposé de poursuivre la référence à l'entreprise et de se rattacher au Code du commerce, au Code civil, au Code de procédure fiscale, de façon à avoir une véritable responsabilité qui pourrait être également celle de la collectivité locale, de la collectivité publique, celle de l'ordonnateur, et on a souhaité, chose qui n'existe pas en tant que telle dans la responsabilité financière privée, maintenir la responsabilité du comptable public, mais en l'allégeant, en la rendant moins injuste et en faisant en sorte qu'elle trouve sa véritable signification. Voilà, ça peut résumer rapidement l'ensemble des travaux de notre groupe et je vous invite à vous reporter à notre brochure sur le site de l'Académie.